C'est le réveil sur votre chaîne Canal 3 Bénin Télévision. Salut, bonjour à tous. C'est bien l'heure de l'info et du débat sur Actu Matin. Merci d'être avec nous. Ce jeudi, la presse fait un large écho des décisions prises en Conseil des ministres dans son traditionnel rendez-vous des mercredis. Focus sur l'organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat aux fins d'actualiser les données sur la démographie. Les opérations démarrent sous peu. Au niveau de l'enseignement supérieur, de nouvelles réformes pour faire respecter les normes de déontologie et d'éthique en matière d'éducation supérieure. Le gouvernement crée un organe de contrôle rattaché à la présidence de la République avec une mission bien définie sur laquelle on va revenir dans le forum de discussion et puis ailleurs au Parlement. Les députés, par leur vote, viennent de doter le Bénin d'une loi sur l'orientation agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est pour encourager les producteurs à produire davantage et à protéger les récoltes au profit de tous. Le journal Fraternité, dans sa livraison du jour, y voit d'ailleurs une lueur d'espoir pour l'ensemble des producteurs et de belles perspectives pour les consommateurs. On y reviendra dans nos discussions de ce matin, puisque nous aborderons avec l'ensemble des débatteurs en plateau ce matin, nous aborderons les sujets pêle-mêle. Merci de votre fidélité. Voici la météo. Après la météo, bien, les toutes premières informations sont à la une des parutions du jour et ensemble nous allons les découvrir. On va commencer par le quotidien Fraternité qui nous emmène ce matin à l'Assemblée nationale, loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle, lueur d'espoir pour les producteurs et belles perspectives pour les consommateurs et puis reconnaissance de mérite. Les institutions rendent hommage à Théophile Nata, diplomate, membre du gouvernement, députés et conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication se sont donné rendez-vous hier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères pour rendre un dernier hommage à un digne fils du Bénin, Théophile Nata, ancien ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères et plusieurs fois député et ancien président de la HAC, décédé le samedi 11 juin 2022. Et puis le journal vous propose cette opinion d'un acteur politique, réinventer le processus démocratique pour combler les attentes des populations. Et puis, 5e recensement général de la population et de l'habitat pour l'actualisation des caractéristiques démographiques. Et puis, concours des meilleures productions sur la vaccination contre la COVID-19 et le fact-checking. Patrice Sokebe de Fraternité décroche le premier prix.
Le matinal, vote d'une loi sur l'orientation agricole, un dispositif pour prévenir l'insécurité alimentaire et puis organe national de contrôle et d'éthique, un levier d'appui à la qualité de l'enseignement supérieur. C'est une décision prise en Conseil des ministres hier et on va en parler au forum de discussion ce matin. L'événement du jour, actualisation des données sur la démographie au Bénin, le 5e recensement général de la population autorisée. L'autre quotidien, bientôt un nouveau recensement général de la population pour voir le niveau actuel de la population béninoise. Et puis le journal La Nation nous emmène au niveau de l'enseignement supérieur, la rigueur et l'éthique renforcée dans les universités. C'est pour parler donc de la création de cet organe de contrôle qui est désormais rattaché à la présidence de la République. Et puis cérémonie nationale d'adieu, vibrant hommage rendu à Théophile Nata, c'était hier. L'Indépendant, deuxième phase du Prodcer, la BOAD octroie un prêt de 17 milliards de francs CFA au Bénin. Carnaval international de Ouida, la campagne d'éducation des couches influentes se poursuit. Et puis, on se prépare. Recensement général de la population et de l'habitat. Le Conseil des ministres autorise l'organisation de la 5e édition. Le journal L'Économiste, changement climatique, comment la crise environnementale impacte les économies en Afrique. Et justement, parlant de l'environnement, notre premier sujet au forum de discussion reviendra sur la pollution des océans. Les eaux marines du Bénin sont-elles menacées? Question à poser aux débatteurs ce matin avec le constat que nous avons dans certaines régions côtières du Bénin. Investissement massif, un comité de développement touristique créé au Bénin. On va finir avec le journal Matin Livre qui nous offre les opinions d'un acteur politique à bâton rompu. Richard Boni Ouourou décrypte l'actualité politique. La tournée sur la cherté de la vie est un aveu d'échec, déclare-t-il. Et puis, Enniam, des enseignants vacataires sans salaire. Le professeur Albert Honloncon explique en page 2 du journal. Info Matin, qui parle également politique ce matin. Animation de la vie politique au Bénin. Le réseau AC de Corneille à Tindéou dépose ses valises au bloc républicain. Et puis, autonomisation et leadership féminin dans la 23e circonscription électorale. Christian Bobo et les siens activent la gente féminine dedans, Mougnon et Seto. Et puis recensement général de la population et de l'habitat. Le processus lancé pour aboutir en 2023. Ainsi se présentent les gros titres de la presse ce matin. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse. Restez avec nous. Actu Matin se poursuit avec le bulletin matinal de William Cliquant. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Eh bien, dans les titres du mini-journal, il sera question de la fin de la 7e édition de l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique hier à Cotonou. La rencontre entre douaniers d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur le mode opératoire des faux médicaments a été enrichissante pour les participants venus des différents pays. C'est ce que confient à la presse les organisateurs de cette unité de coordination opérationnelle après les 9 jours de travaux en terre béninoise. Vous aurez les précisions. Et puis, indemnité de dédommagement aux personnes affectées par les projets de marché de gros et de la zone économique spéciale de Glodjigbe et Zé. Le gouvernement franchit une étape importante dans le processus. Les chèques ont été remis au mardi dernier aux propriétaires terniers dont les domaines étaient bien évidemment dans l'emprise de ces chantiers en cours. On reviendra sur l'activité dans notre mini-journal. La pause et juste après les détails. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Du 13 au 22 juin 2022, le Bénin a abrité l'unité de coordination opérationnelle de la 7e édition de l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique CRIFAM 7. C'est une rencontre entre les douaniers de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre qui permet aux différents pays membres de partager les expériences et de réfléchir sur le mode opératoire des trafiquants. Les travaux de cette édition ont pris fin hier par des échanges avec la presse. Ali Moumouni, Elvis Tonoukoua. C'est un bilan élogieux qui ressort de cette deuxième étape de l'unité de coordination opérationnelle de la 7e édition de l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique CRIFAM 7. Le Bénin, pays hôte de la rencontre en présentiel, occupe la première place dans ce combat contre les faux médicaments et autres produits pharmaceutiques. En moins de 20 jours de lutte, nous avons pu réaliser 379 saisies, pour être vraiment exact, puisque c'est des chiffres que je viens de vérifier au niveau de l'interface. Donc 379 saisies de marchandises, dont les 87% constituent donc des médicaments et autres produits pharmaceutiques qui sont actuellement visés par l'opération. Notre satisfaction est d'autant plus grande que le Bénin, pays hôte de l'UCO, s'est illustré en introduisant plus de 70 saisies et les collègues ayant participé avec nous aux travaux ont pu se familiariser avec la plateforme de l'OMD qu'est le CENCOM. Sur les 23 pays de la zone Afrique de l'Ouest et du Centre, AOC, 15 ont pu effectuer le déplacement de Cotonou. Les travaux ont facilité la coordination et l'échange d'informations entre les pays membres, l'exploitation et la diffusion des rapports de saisie, ainsi que la rédaction et la diffusion des rapports de situation. Évidemment, l'opération que vous venez de boucler et que vous allez peut-être boucler avec succès est très importante parce qu'elle entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité pharmaceutique qui a des incidences non seulement économiques mais surtout sanitaires. Et l'Afrique ne peut pas se développer en portant sur son dos des trafics illicites. Les trafics illicites, quelle que soit leur forme, sont des poisons pour la chaîne logistique internationale. Nous sommes douaniers. Pour faire les recettes, nous devons être en bonne santé. Pour ceux qui ont eu la chance de lire mon livre, j'ai dit la sécurité, parce que c'est la mission principale de la douane au XXIe siècle. Mais c'est la mission qui englobe tout. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'allez pas protéger l'économie locale. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'allez pas percevoir les recettes. Nous sommes ici. Dès que les armes crépitent, tout le monde va prendre sa direction. Les résultats partiels sont présentés à la clôture de l'unité de coordination opérationnelle. Les participants venus des pays membres ont reçu des récompenses pour leur engagement et détermination dans l'opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique. L'UCO de la CRIFAM 7 se poursuit en mode virtuel jusqu'au 2 juillet prochain. Et puis on va parler de cette organisation non gouvernementale. Il s'agit de l'ONG Changement Social Bénin qui poursuit ses actions pour agir contre la surpopulation carcérale. William Pliquant. Elle a réuni plusieurs acteurs concernés pour un atelier à Abomey-Calavi hier mercredi. Les travaux de 2 jours vont aboutir à valider les mesures alternatives à la détention au Bénin, telles que ressorties grâce à son rapport d'études. Compte rendu tout de suite. Le rapport en discussion pour validation, ici à la salle de participation citoyenne d'Abomey-Calavi, a déjà passé l'étape de prévalidation. Il retrace, documentation poussée à l'appui, le contexte d'application des mesures alternatives à la détention au Bénin.
J'avoue que l'initiative est à saluer dans un contexte de surpopulation carcérale. Les prisons sont engorgées malgré les efforts qui sont faits. Le gouvernement a procédé à la création d'une agence qui s'occupera uniquement du volet pénitentiaire. On a procédé également à plusieurs mesures de désengorgement, grâce présidentielle, libération conditionnelle. Malgré ça, le problème persiste. L'intérêt ici, c'est que les personnes qui participent à cet atelier puissent quand même contribuer à définir les solutions consensuelles qu'on peut trouver pour endiguer en fait le mal général qu'est la surpopulation carcérale. L'atelier attise l'intérêt des organisations de la société civile et des acteurs étatiques œuvrant pour de meilleures conditions en milieu carcéral au Bénin. La population béninoise aujourd'hui n'est pas encore acquise à accepter des gens libérés dans ces conditions. C'est-à-dire, au lieu qu'il aille en prison, qu'on lui trouve des travaux d'intérêt général à faire pour l'empêcher d'aller de l'autre côté. Donc nous sommes dans cette dynamique pour accompagner ce que fait le changement social. Et pour nous, l'idéal serait d'avoir 0 prisonnier dans les maisons, au niveau des maisons d'arrêt. Nous pensons que c'est très important que les acteurs de la justice puissent tenir compte des paramètres à prendre en compte pour ne pas maintenir beaucoup de prisonniers dans les maisons d'arrêt. L'espace pour contenir les prisonniers, c'est au plus 8000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à la date du 12 juillet 2021 à 13 009 personnes. C'est vous dire que la question de la surpopulation carcérale tient à cœur à la commission. Donc, travailler à ce que nos frères qui sont en conflit avec la loi puissent donc être élargis, tant que les fautes qu'on leur reproche sont des fautes mineures. Que de rester, que vous imaginez quelqu'un qui peut-être a volé un poulet et celui qui a donc détourné les fonds de l'État, qu'on les mette tous dans les mêmes conditions d'incarcération. Je crois qu'il y a un total déséquilibre. La validation de ce rapport d'étude s'inscrit dans un grand agenda en cours depuis début 2021. Il s'agit du projet Justice pénale, promotion des mesures alternatives à la détention au Bénin. Économie après les droits humains, le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, a visité la zone industrielle de Golo-Djibé hier. Serge Ekwe a été édifié par les responsables de l'Agence pour la promotion de l'investissement et de l'exportation APIEX sur les enjeux économiques et d'investissement dans ce pôle industriel en gestation au Bénin. Teddy Goudalo est son cadre pour le reportage. Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement, devant la maquette de la zone industrielle de Golo-Djibé. Là, vous avez dû constater qu'il y a un dédoublement de la voie. Explication à l'appui, il découvre par la suite, à travers une présentation, les atouts qu'offre la zone aux investisseurs. Produits complémentaires qu'ils importent, ils payent une taxe douanière au niveau de ces matières premières. Nous sommes ici au centre de formation au métier de l'industrie textile, une entreprise déjà opérationnelle au sein de la zone. À travers une visite guidée, le président de la BOAD a pu parcourir les différents compartiments. Nous sommes toujours très intéressés par les sujets naturellement de développement, mais de création de valeur. Et je dois dire que je suis assez impressionné par 2 éléments. Le premier, c'est que nous avons ici une vision. La vision d'une plateforme industrielle, mais également logistique, avec un fort accent sur l'intégration verticale. Tout est intégré. Et cette plateforme de Golo-Djibé crée de la valeur, crée des emplois, crée de la valeur et traite un sujet qui est fondamental pour nos économies, c'est le sujet de la transformation, la remontée dans les chaînes de valeur. Je dois dire que je suis impressionné, c'est le deuxième point, je suis impressionné par la vision. Mais au-delà de la vision, je suis impressionné par la réalisation. Parce qu'une chose est de penser, une autre est d'agir et de réaliser. Et en l'espèce, je constate que nous avons une structure qui avance, qui crée, qui agit. Alors, cela correspond très clairement aux différents mandats de la BOAD. La BOAD, à travers son président, salue donc cette initiative du gouvernement du Bénin qui place l'industrialisation au cœur du développement économique.
Serge Ekoué rassure de l'accompagnement sans faille de son institution pour l'atteinte des objectifs. Teddy Goudalo et Moufid Sabourin à la GDIZ du Bénin. Les 8 membres du bureau exécutif du Conseil national du patronat sont officiellement entrés en fonction. Des membres du conseil d'administration aussi ont pris fonction. L'équipe élue le 25 mai dernier, présidée par Eustache Kotingan, 5e président du CNP Bénin, s'engage pour de nobles ambitions et à redorer le blason de ce secteur et des entreprises en proie à une double crise. Et c'est avec Herman Niamboussou et Henri Ganti que nous suivons ce reportage. Au nom des entreprises membres du patronat du Bénin et au nom du conseil d'administration du patronat du Bénin, je vous porte cette écharpe qui vous consacre leader de notre association. Eustache Kotingan entre officiellement en fonction. Avec lui, une forte équipe de 7 membres. La date du 21 juin 2022, inscrite désormais dans les annales de l'histoire du secteur privé béninois, comme point de départ d'un processus de renaissance du Conseil national du patronat. Comment pourrais-je oublier l'ensemble des entreprises, membres actifs du patronat du Bénin, qui ont compris que le bateau CNP n'avait pas pour vocation de rester sur les côtes, mais de traverser les mers, parfois avec des températures troubles, qui ont cru en nous et qui ont bien voulu nous accompagner. L'entrée en fonction du 5e président du patronat et de son équipe consacre également celle des 25 membres du conseil d'administration. Une nouvelle équipe, de nouvelles ambitions, mais aussi et surtout de nouveaux défis dans un monde des affaires en proie aux affres de la crise économique mondiale et de la crise sanitaire. La projection vidéo du parcours du CNP Bénin et une brève présentation des membres du bureau exécutif auront permis aux parterres de personnalités de cerner les mutations opérées pour rendre compétitives les entreprises béninoises. Le temps est à l'action et au rassemblement en mutualisant les différents talents dont regorge notre organisation. Au cours des 5 années de mon mandat, soyez rassurés que je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes et à vos exigences. En quelques axes déclinés, le programme autour duquel le président a fait l'unanimité des membres du conseil d'administration. Devant des délégations de patronat, amis et des présidents d'institutions, l'engagement est pris par le nouveau patron du CNP Bénin de travailler à reconstruire le secteur privé et le porter au-delà des frontières. Également très applaudi, l'idée de faire fonctionner un fonds d'investissement à l'instar des patronats d'autres pays. Rassembler, c'est ma vocation première. Je veux l'assumer avec patience, méthode et conviction. Mot d'encouragement du président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, du président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo au nom des patronats de l'Afrique centrale. Également projeté à l'assistance, le message du président du mouvement des entreprises de France. Présence d'une importante délégation gouvernementale, signe de la volonté du pouvoir en place de collaborer étroitement au rayonnement du secteur privé au Bénin. Nous vous voulons à nos côtés comme une force de proposition. Nous sommes conscients qu'il y a encore des défis à relever parmi les importants progrès réalisés depuis 2016 pour l'amélioration des affaires. Nous vous invitons à continuer à faire des propositions constructives au gouvernement sur comment améliorer vos activités et vous aider à grandir encore plus. Une cérémonie riche en couleurs, agrémentée par des prestations de la troupe Ma Culture, Mon Futur. Les hôtes de circonstance retournent chez eux avec le sentiment que le secteur privé béninois prend un nouvel envol pour sa prospérité et sa compétitivité. Le gouvernement est déterminé à concrétiser ses projets de construction du marché de gros à Abomey-Calavi et la zone économique spéciale de Golo-Digbe-Zé. Les personnes affectées par ces différents projets reçoivent leurs indemnités de dédommagement. À cet effet, une vague d'une 40aine de personnes a été conviée mardi à la mairie d'Abomey-Calavi pour la remise de chèques. Idrissou Boukari et Ederon Kwevi. Virgile Achade reçoit ici son chèque qui porte le montant des indemnités de dédommagement des biens. À sa suite,
Une quarantaine de personnes affectées par les projets de construction du marché de gros à Abomey-Calavi et la zone économique spéciale de Zé entrent à leur tour en possession de leur chèque. Pour la concrétisation de ces deux grands projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement, ils ont dû céder leurs maisons et leurs parcelles pour accompagner la dynamique de développement engagée par le chef de l'État, Patrice Talon. Avec votre contribution à accompagner le chef de l'État dans l'optique de ce qu'il a entrepris pour un Bénin émergent à l'orée 2050, voire même 3000, vos noms seront inscrits en lettres d'or et d'une manière indélébile. Les opérations de dédommagement ont démarré depuis août 2021. À la date de ce mardi 21 juin 2022, 366 chèques ont été déjà délivrés pour un montant total de 1,862 434 000 francs CFA pour ce qui concerne le marché de gros et 289 chèques pour un montant de 685 millions perçus pour le site de la zone économique spéciale. Alors pour ce qui concerne la zone économique spéciale, il y a un certain nombre de PAP qui ne sont pas dans les 400 hectares et qui s'impatientent pour demander à quel moment on viendra les payer. Donc je voudrais porter à leur attention qu'un consultant, un cabinet a été déjà commis pour pouvoir procéder au recensement des biens et les évaluer sur une superficie de 1240 hectares. Donc très prochainement, ces PAP qui s'impatientaient seront également appelés à venir déposer leur dossier pour se faire dédommager. C'est la preuve palpable de l'engagement du gouvernement à faire les choses dans les normes et soucieux de la réinstallation des personnes affectées par les différents projets initiés. Les opérations de dédommagement se poursuivent. Aussi, les personnes affectées par ces deux projets et qui traînent encore les pas sont-elles invitées à faire diligence en faisant les formalités nécessaires pour retirer leur chèque. S'achève le bulletin matinal de ce jeudi. Merci beaucoup. Merci à vous, William Pliquant. Très bonne journée. Eh bien, la suite, ce sera les sports avec Hakime Ousseni. Et nous parlerons donc dans ce journal des sports de l'organisation à Cotonou des mondiaux de pétanque avec les dernières actualités. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, une contre-attaque et une volée. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Bonjour Hakime. Christian Dandédia, mesdames et messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Bienvenue. Eh bien, avec vous, ce matin, on fait le point du séjour à Cotonou du président Claude Azéma de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. C'est exact. Il n'était d'ailleurs pas seul. Claude Azéma était accompagné pour la circonstance de Jean-Marc. C'est bien lui, l'architecte qui est en charge des travaux de construction du boulodrome qui va accueillir l'organisation à Cotonou des 50e mondiaux de pétanque. Le contexte, il me plaît de le rappeler et de repréciser qu'il tient de la clarification voulue et obtenue par le président, l'honorable Idrissou Ibrahima de la Confédération africaine des sports boules. En effet, mardi dernier et puis hier mercredi, les lignes ont bougé en ce qui concerne les obstacles entre griffes dressés sur le chemin de la bonne organisation et de la tenue dans le délai de ce grand rendez-vous sportif. Les séances de travail ont permis d'entendre les différents acteurs impliqués dans l'organisation plus
plus encore de lever les indéterminations, d'aplanir les incompréhensions et de donner des coups de manivelle qui boostent les travaux de réalisation du boulodrome en rapport avec l'organisation à Cotonou des 50e mondiaux de pétanque. Claude Azéma, président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, rencontré dans la foulée de son séjour et de la fin de son séjour, j'allais dire, ici à Cotonou, le voile sur ce qui a été dit, loin des objectifs de nos caméras. On l'entend et on revient juste après. J'étais venu un peu parce qu'on s'inquiétait de certaines affaires, ça traînait un petit peu, notamment sur la gestion du boulodrome. Et comme le championnat du monde est prévu fin décembre, toutes les fédérations me bousculaient pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça devenait, est-ce qu'il allait se faire, le championnat du monde. Quand beaucoup de fédérations commençaient à dire non, on va l'annuler, on va aller ailleurs. Donc j'ai voulu venir sur place et faire le point. Donc j'ai répondu à l'invitation du président Idrissou. Et grâce à lui, on a monté les réunions avec le ministère d'une part, avec les services techniques de l'autre, avec tous les corps d'État, et ça s'est très très bien passé. Tout va pour le mieux pour l'instant. Le président Talon, que je remercie d'ailleurs beaucoup de son implication et puis du fait qu'il soutient la pétanque, et ça va durer, et on aura besoin de lui, et lui va pouvoir bénéficier, j'espère, de tout ce qu'il va pouvoir faire, tout ce qu'on va pouvoir faire pour lui. À ce niveau-là, il semble qu'il préfère que le championnat du monde ait lieu avec le boulodrome. Mais pour l'instant, on est parti avec monsieur le ministre du cadre de vie, monsieur le ministre des Sports et puis les directeurs des services sur le fait qu'on allait chercher une solution pour proposer au pays, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce championnat du monde pour le relier à nouveau au boulodrome. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le championnat du monde aura lieu au Bénin. En décembre, en mars, en septembre, on ne peut pas vous en dire plus parce qu'on ne sait pas ce que va décider l'Assemblée générale, ce que vont décider mes membres du comité exécutif. Mais ce que j'ai eu plaisir à voir, c'est d'abord la réunion politique hier, avec les services, avec les ministres, ça s'est très très bien passé. Et la réunion technique de ce matin, c'est encore beaucoup mieux passé. On a vu qu'il y a des gens qui ont pris les choses en main. On va arrêter de tourner autour du pot, de parler de documents, de parler de détails. Il y a une entreprise qui va prendre le fer. Il y a là notre architecte, notre ami qui est là, qui pourra se faire assister par des gens de plaisir. Et puis il y a surtout un directeur du service du cadre de vie, du ministère du cadre de vie, qui est un type qui est vraiment extraordinaire, et je pense qu'avec lui, ça va fonctionner. Donc il y a 3 ou 4 personnes qui ont pris les choses en main, les crédits sont votés, donc le boulodrome va se faire. Maintenant, on va savoir dans quel délai, il faut qu'on regarde un petit peu, ça c'est leur affaire. Et nous, est-ce qu'on peut adapter le championnat du monde à ce délai? Voilà, vite résumé, ce que je peux vous dire. Voilà, à l'instant d'un Claude Azéma, c'est le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Pour faire plus clair, Christian, le Bénin aura son mondial, la 50e édition bien évidemment. Et Claude Azéma est parti de Cotonou avec dans sa valise la promesse d'échanger avec ses pairs du comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal et puis l'Assemblée générale. Bien entendu que les nouvelles donnes de Cotonou pèseront lourd dans la balance d'appréciation de ces derniers. Et justement, il y en attendant ce retour qu'il fera aux membres du comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Il faut préciser que Jean-Marc, l'architecte, s'est aussi confié à la presse et vous nous en parlez, Akimé. Tout à fait, Christian. La durée de la réalisation de l'infrastructure et la date de démarrage de l'ouvrage ont fait objet d'appréciation de Jean-Marc. Il est ici au micro Canal 3 Bénin de Derun Pévi. Nous avons effectivement en 2 ans travaillé beaucoup sur le projet du boulodrome. On a fait un beau projet qui séduit tout le monde. Il se trouve qu'il faut le réduire un tout petit peu parce qu'on doit rentrer dans une enveloppe budgétaire. Donc on va travailler sur les 2 semaines qui arrivent pour le faire. Et nous avons déjà désigné une entreprise avec le gouvernement qui va démarrer très prochainement, en juillet, les travaux sur le terrain. Voilà, juillet 2022, c'est dans exactement quelques jours. Autre curiosité et autre élément d'assurance, c'est bien sûr la qualité de l'infrastructure. Écoutons à nouveau et à ce propos, Jean-Marc, c'est bien lui, l'architecte qui est retenu pour la réalisation de cette infrastructure. Pratiquement le même principe d'avoir un bâtiment avec une grande halle, un arc important. On a des portées très importantes qui font plus de 40 mètres, 50 mètres de mémoire. Et nous avons le ceinturage de ce boulodrome avec des éléments métalliques comme une forme de claustrat. Donc il est très marqué au niveau identité. Nous, on souhaite, même s'il diminue en taille, ne pas changer son aspect. Donc c'est bien parti. On s'est engagé avec l'entreprise pour faire, comme disait le président Azéma, en 1 an les travaux seront terminés. Dès le mois prochain, la charpente c'est un élément important parce que ça vient de France, c'est long à fabriquer, il faut le transporter, il sera aussitôt commandé.
Voilà, Christian, comme vous le constatez bien, les 48 heures ont permis de faire bouger véritablement les lignes. Avant donc les 48 heures, eh bien, on n'avait pas ces informations. Il n'y avait pas, je dirais, d'éléments d'appréciation. Mais du coup, eh bien, on retiendra que le président de la Confédération africaine des sports, l'honorable Idrissou Ibrahima, a bien vu, en invitant donc à Cotonou, au Bénin, le président de l'instance fêtière de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Il veut parler de Claude Azema, son séjour durant ces 48 heures, les échanges avec les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette compétition, ministère des Sports, ministère du cadre de vie, Fédération béninoise de pétanque et puis Confédération africaine des sports, avec à sa tête bien entendu l'honorable Idrissou Ibrahima. Tous ces acteurs, bien évidemment, ont eu 48 heures pour faire bouger les lignes. En gros, à partir de juillet prochain, Christian, on aura donc la fierté de savoir que les travaux vont instamment démarrer pour le bonheur, non seulement des boulistes, mais également de tout le peuple béninois, puisque ce rendez-vous est un rendez-vous d'envergure internationale. Ce sont les crèmes des crèmes, la manipulation, bien évidemment, ou j'allais dire de façon plus précise, les boulistes du monde entier qui seront à Cotonou pour le compte de la 50e édition des championnats du monde de pétanque. Belle inspiration donc du président Idrissou Ibrahima. Sport toujours, Christian, la deuxième édition du championnat pluridisciplinaire du Centre des œuvres universitaires et sociales a été lancée ce mardi 21 juin 2022 au Centre universitaire de Sakété. Contrairement à l'année dernière, eh bien, la compétition va se dérouler dans 3 disciplines, à savoir le football, le basketball et puis le handball. Une autre innovation apportée à l'organisation, c'est bien la participation des équipes féminines des centres universitaires enregistrés. Suivez ici la directrice du COUS AC, Ghislaine Fagbohon, pour qui le jeu prime sur l'enjeu. Nous avons commencé l'aventure l'année dernière avec le football et le basketball masculin. Cette année, nous avons voulu que les filles aussi participent et nous avons ajouté le handball féminin et le basketball féminin. Cette compétition se déroule sur tous les campus sous ma juridiction, à savoir Abomey-Calavi, Enéam, Sakété, Kétou, Dodji, Porto Novo, Dassa, Abomey, Lokossa, pour ne citer que ceux-là. C'est faire vibrer nos campus qui priment. Ce n'est pas avoir un vainqueur ou un vaincu. À l'issue de ces jeux, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il y aura simplement des étudiants et des étudiantes qui se sont épanouis tout au long de ce jeu-là. Pour cette édition, 48 équipes sont engagées au niveau du football, 35 au basketball, avec dans la foulée 19 chez les dames et 27 de handball. La compétition est bien accueillie aussi bien par les étudiants que par les responsables des universités. Suivez ici Flore Chadaré à Sogbadio, directrice du centre universitaire de Sakété, qui invite ici les joueurs à profiter de ces moments de brassage. Je voudrais souhaiter que ce championnat pluridisciplinaire se déroule dans les meilleures conditions. Je voudrais également souhaiter que nos amis sportifs, nos amis étudiants sportifs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'au bout de ce championnat, nous obtenons de façon effective des équipes tout à fait représentatives des différents campus, mais aussi des équipes très compétitives sur le terrain du sport. Voilà, c'est donc parti pour la deuxième édition du championnat pluridisciplinaire du Centre des œuvres universitaires et sociales. Et bien entendu, des campus, où il y a des campus d'Abomey-Calavi. Christian, voilà en gros récapituler l'actualité sportive ce jeudi matin. Merci à vous, Hakimé. Merci pour ces informations. Eh bien, vous restez en place puisque à partir de cet instant, nous aurons nos discussions en plateau avec les débatteurs. Il y aura Herman Anyamboussou, il y aura Sion Kani Asiongbon. On abordera des sujets en pêle-mêle. Le tout premier, c'est bien sûr ce constat qui est fait le long de la côte, la pollution des océans avec ces eaux marines du Bénin qui sont menacées par la présence
présence de déchets parfois toxiques, déontologie et éthique au niveau du supérieur, eh bien, le gouvernement qui vient de créer un organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur avec un certain nombre d'attributions. On en parlera pour voir un peu ce qui changera au niveau de l'enseignement supérieur. Et puis, préparez-vous, puisque très bientôt va démarrer le recensement général de la population et de l'habitat. Ce sera la 5e édition. Et puis, on dira également un mot sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, puisqu'une loi vient d'être votée au Parlement pour cette fois-ci, je dirais, protéger les récoltes et encourager, bien évidemment, les producteurs à produire davantage. On apportera nos analyses et nos commentaires sur toutes ces infos. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, une contre-attaque et une volée. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, le forum de discussion en plateau à Sion-Montagny, à Siongbon, Erwan Anyambosso, bonjour, bienvenue. Bonjour.
On va démarrer par le tout premier sujet, environnement ce matin. Il est difficile de parler d'environnement sans aborder la question de la pollution des océans. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler ce matin dans le premier sujet. Et les données statistiques présentent un tableau pas du tout gai. Chaque année, 8 millions de déchets, principalement en plastique, sont déversés dans les mers. Nous allons voir ce qui se passe un peu le long de la côte du Bénin. On parle de la mauvaise gestion des déchets. C'est vrai que d'un côté, il y a la SGDS qui fait un travail formidable à cet effet. Outre les déchets, il y a le rejet des produits toxiques également dans l'océan. Il vous arrive, vous, de longer la côte à Siomo-Kagna-Siongo? Quels sont vos constats? Il faut dire, Christian, que je le fais presque tous les mois en allant dans le département du Mono, dans le département du Mono. Et lorsque vous longez la berge marine, déjà partie de Grand Popo jusqu'à Goué, jusqu'à Hilakondi, vous constatez non seulement la présence de déchets que l'océan Atlantique rejette sur la plage, et ensuite vous voyez, disons, des coulées de couleur jaunâtre qui viennent de la partie togolaise et qui montrent que l'océan Atlantique est vraiment affecté. L'océan Atlantique subit de cette pollution-là. Et une certaine pression. D'une certaine pression. Et vous le disiez tantôt, on note des déchets plastiques aussi le long des berges parce que la mer n'arrive pas à garder tout ce qui est déchets. C'est pourquoi, à des moments donnés, on trouve même de gros poissons comme des baleines, comme des requins inanimés au niveau de nos berges. La mer rejette tout ce qui est déchet et qui est déversé. Même en haute mer, l'océan renvoie tout au niveau donc, des plages. Justement, c'est un constat, comme je le disais, pas du tout gain, puisque les océans constituent quand même une richesse pour les territoires qu'ils inondent. Comment comprendre cette pollution? Est-ce toujours l'effet de l'homme, Akimé? C'est en partie l'effet de l'homme, puisque ce que rejette et ce qu'on retrouve au niveau de nos berges sont très souvent des éléments constitutifs, ou des éléments utilisés par les riverains, les personnes qui font un tour au niveau de ces plages, ou des personnes qui retrouvent en ces retenues d'eau, et je dirais, des lieux où on peut aller déverser ce qu'on estime ne pouvoir plus avoir la possibilité d'utiliser chez soi. Il suffit seulement de faire un tour au niveau des plages pendant les week-ends pour constater que, quand on y va pour profiter, je dirais, de la belle vie, pour profiter de l'air marin et tout ce qui est autour, c'est qu'en même temps, ceux qui vont avec des bidons d'eau, après les avoir utilisés, les jettent dans la mer. Et ce n'est pas que des bidons d'eau, les canettes, vous les retrouvez dedans. Il y a des personnes qui vont aussi pour des sacrifices, il faut dire les choses telles que nous les constatons, et au niveau donc de ces cours d'eau, et qui, après avoir fini le sacrifice, jettent, je dirais, tout ce qui a participé donc à leur présence en cet instant dans la mer. Et comme la mer ne garde pas, ou l'océan ne garde pas devant lui tous ces éléments, c'est qu'à un moment donné de la journée, tout revient encore sur la berge. C'est certainement pour ça que, je crois qu'il a été retenu le 21 septembre, des jours dédiés à la salubrité autour de ces autour des plages, mais il ne faut pas forcément attendre les 21. Ailleurs, il y a des gardes-côtes, il y a des personnes qui sont sensibilisées à propos, qui sont formées à propos, et qui vous empêchent, Christian, d'avoir de ces comportements pas du tout intéressants.
ou d'ailleurs par endroit, quand ce n'est pas des personnes présentes, c'est qu'on y met des poubelles pour vous permettre alors, après utilisation, de ne pas aller les jeter dans les eaux, de les déposer dans les bacs qui sont à côté. L'un mis dans l'autre, c'est que il faut forcément pas attendre, je dirais, la présence soit de la poubelle ou la présence, je dirais, des gardiens entre griffes. Mais ce qu'il faut dire à travers, c'est que quand on vient profiter, Christian, des vertus et des atouts de la mer et de l'océan, il faut aussi avoir la possibilité de protéger ces cours d'eau. Et protéger ces cours d'eau, c'est déjà commencer par avoir des comportements sains, des comportements intéressants, des comportements civiques, d'avoir pas à jeter dans ces cours d'eau et canettes et bidons plastiques et tout, pratiquement tout, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est déchet. Tout y va et tout y revient finalement. Et donc, même en si gros, c'est pas dans cet environnement immédiat, ça peut se retrouver ailleurs. Exactement, c'est une interpellation qu'il faut lancer à l'endroit de tous ceux qui visitent ces différents endroits pour que nous n'ayons pas à nous en plaindre. Parce que les images qui nous sont souvent proposées, ou d'ailleurs quand vous y allez vous-même, franchement, ça ne fait pas famille. C'est vrai que l'eau, les cours d'eau ont déjà leur manière naturelle de pouvoir renvoyer sur les berges ce qui semble ne pas être utile à l'intérieur, parce que n'oublions pas aussi que c'est un environnement qui est d'une manière ou d'une autre entretenu, et donc il faut forcément y aller avec tous ces éléments pour permettre à ce que nous ayons la possibilité régulièrement d'y aller, de profiter, je dirais, de ces instants. Alors on y jette tout, les déchets, Arman Niambossou, les produits toxiques pour ceux qui font l'exploitation industrielle. Il y a également les eaux usées qui parfois sont déversées dans ces eaux marines, la surexploitation également des océans avec par des activités de pêche. Le constat, il l'a fait tout à l'heure au niveau du mono. Assimo Kanyasimo, Akimi est revenu sur un certain nombre d'éléments. Comment on fait avec les efforts qui sont consentis aujourd'hui par les gouvernants pour rendre ce milieu quand même beaucoup plus agréable? Comment faire pour décourager ces personnes qui s'adonnent à ces activités qui ne favorisent pas cet environnement? Il faut voir qu'il y a des efforts qui sont faits, mais les efforts n'ont jamais été suffisants pour décourager de tels comportements dans nos eaux marines. L'existence de la loi cadre sur l'environnement qui date de plusieurs décennies déjà au Bénin, laquelle loi a d'ailleurs prévu des dispositions dans son chapitre 3 qui parle des eaux maritimes et de leurs ressources, et qui fait obligation, article 42, au capitaine ou responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, qui leur fait obligation de signaler par tout moyen aux autorités béninoises tout événement de mer qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin ou la santé publique. Malheureusement, est-ce que le Bénin dispose aujourd'hui de tous les moyens pour pouvoir contrôler ce qui se passe dans les eaux, pas les eaux intérieures du Bénin, parce qu'on aurait pu avoir un spécialiste sur le plateau qui nous dirait que oui, à un certain lieu, le Bénin a ses eaux intérieures, mais qu'au-delà, il y a les eaux internationales, lesquelles ne sont pas forcément sous contrôle du Bénin. Alors qu'il se fait même que la différence entre les eaux internationales et puis les eaux intérieures, il n'y a pas une barrière, il n'y a pas une frontière étanche, il n'y a pas une limite étanche. Donc, de sorte que tout ce qui est déversé là-bas, il n'y a rien à faire. Les vagues dans leur mouvement ramènent ça sur nos côtes. Je pense qu'il y a lieu pour le Bénin de multiplier encore des efforts. C'est vrai que les lois sont là, c'est vrai que les dispositions sont prises pour qu'on puisse avoir les gardes-côtes et pouvoir sévir en cas de besoin, mais c'est qu'il faut encore plus de moyens. Maintenant, pour ce qui est de nos propres concitoyens qui eux-mêmes, dans leurs activités de pêche, dans leurs activités de je ne sais, n'importe quoi, arrivent à polluer cet environnement-là, je pense qu'à ce niveau également, il faut un travail de sensibilisation pour que la faute, au lieu que ça dépende de nous, ça puisse plutôt venir de l'extérieur pour qu'on puisse trouver les moyens ensemble pour la combattre. Oui, Assimo. Oui. Non, je sens une réaction venue de vous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Herman Parfait qui dit que ça dépend aussi du comportement des citoyens que nous sommes. Surtout nos pêcheurs, quand ils vont du moins en haute mer pour leur pêche, des fois leurs filets, excusez-moi, je vais y arriver, leurs filets sont souvent gâtés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent ça
dans la mer. Et quand ils abandonnent, ces filets non seulement polluent l'océan, mais aussi contribuent à anéantir certaines espèces de produits de mer, comme les tortues, comme les poissons. Et c'est ça qui fait que des fois, nous retrouvons, et je le disais au départ, comment dit-on, des déchets, des poissons comme la baleine, les requins qui sont retenus dans ces filets-là et qui, ne pouvant plus aller loin, perdent la vie. Et puis, vous revoyez tout. Une certaine extinction de certaines espèces. De certaines espèces au niveau de l'océan. Donc, et la mer qui ne garde pas des déchets, c'est contrôlé, c'est noté partout, renvoie ces déchets-là au niveau de nos plages. Et ce qui fait que, la sensibilisation, je crois que ça a été tout le temps fait pour que ces pêcheurs essaient quand même de contrôler leurs activités en haute mer ou bien dans les eaux intérieures du Bénin au niveau de l'océan pour éviter ce type de pollution. Il y a aussi qu'au niveau de Hila-Kondji, on a tout un commerce qui est développé. Tout un commerce qui est développé et ceux qui habitent le long de la berge aussi produisent des déchets. Ils contribuent à la pollution. Ils contribuent à la pollution. C'est vrai qu'au niveau du Togo, il y a les déchets du soufre qui sont souvent déversés dans notre mer ici au niveau du Bénin. Et ça vient même jusqu'à Djondji, un village de Ouida. Et lorsque vous êtes au niveau de la berge, vous voyez des coulées jaunâtres dans l'océan. Et cela participe aussi à l'extinction de certaines espèces. Des fois, il y a des périodes données où avant on voyait ça jusqu'à Plakodji, le village Popo qui a été dégagé récemment. Vous voyez des coulées jaunâtres. Et le soufre doit avoir forcément un impact négatif sur la santé, non seulement des espèces, mais aussi des êtres humains. Et voilà, en tout cas, il faudra protéger les océans et permettre aux générations et le futures, ministre de l'Environnement a été interpellé il y a quelques jours au niveau de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur le fait, et il a expliqué ce qui fait que au niveau de Hila-Kondji, on continue de noter ce phénomène-là, et je crois qu'il a promis il a promis faire voilà pour qu'au niveau des deux pays, il y ait quand même des actions conjointes pour protéger et arrêter cette coulée-là. Je suis d'accord que si on rappelle ce que le ministre du cadre de vie a dit, entre le temps de la promesse et le temps de l'action, beaucoup de temps peuvent s'écouler. Et vu l'urgence qu'il est en ce moment d'agir pour sauver les espèces qui sont menacées par ces déchets-là, je pense qu'il faut quitter l'étape de la promesse et aller très vite à l'étape de l'action. Parce que ce que vous dites là, ce que vous dénoncez, c'est vrai que vous parlez de Hila-Kondji, mais Hila-Kondji à Goué, rien ne nous dit que c'est pas les actions ici à Cotonou qui se retrouvent de l'autre côté. Vous entendez, je ne sais pas si vous apprenez qu'il y a des individus qui ont disparu ici, qui ont plongé dans la mer, qui ont disparu, et dont on retrouve les corps sur d'autres côtes. Donc, je pense qu'il faut faire une action verticale, faire en sorte que tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur soient sensibilisés, qu'on ne cible pas seulement une région pour agir, auquel cas d'autres vont agir et c'est d'autres qui vont répondre de ces actes-là. Voilà.
En tout cas, c'est une richesse naturelle qu'il faut forcément protéger. Les lois sont votées. L'application, bon, on l'a toujours rappelé, hein, ça pose bien souvent un problème. Il faudra oser pour permettre à ce que ces richesses soient véritablement protégées pour les générations futures. Nous allons parcourir le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, mercredi. Beaucoup de décisions prises et j'aimerais quand même qu'on fasse un tour au niveau de l'enseignement supérieur avec la mise en place d'un organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. L'organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, que ces établissements soient du public comme du privé, et de garantir le respect de la déontologie, le respect de l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. C'est dire donc que les réformes se poursuivent pour un enseignement supérieur de qualité. Herman Nyamboussou. Oui, une noble idée que celle qui consiste à mettre en place un organe national de contrôle de l'éthique dans l'enseignement supérieur, lequel organe est rattaché à la présidence de la République. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'autres organes qui sont rattachés à la présidence. Celui-ci vient forcément rajouter à ceux qui existent déjà. Les réformes se poursuivent, vous l'avez dit. Quel genre de réforme? L'enseignement supérieur. Ici, on parle d'un organe, on ne connaît pas encore la composition de l'organe. S'agira-t-il d'un organe essentiellement composé d'enseignants à la retraite, d'enseignants retraités, d'enseignants en fonction? S'agira-t-il de gens qui sont spécialistes de l'éducation supérieur ou de l'enseignement supérieur, ou alors veut-on faire en sorte qu'il y ait des regards extérieurs dans cet organe-là? Je dis tout ça pour éviter qu'il y ait des cuisines internes. Je dis ça pour éviter qu'il y ait des règlements de compte, parce que quelqu'un, par exemple, qui préside cet organe, qui est un enseignant déjà à la retraite, qui avait déjà eu maille partie avec un enseignant et tout, ils vont profiter de ce topo pour pouvoir régler des comptes. Je dis ça également pour éviter aussi que la situation soit entre eux, qu'on dise bon voilà c'est nous qui nous protégeons, parce que, et il faut également le souligner, ceux qui ont fait l'université il y a plus de 20 ans vous diront que actuellement les conditions se sont améliorées. Il y a eu des enseignants par exemple qui ont eu des heures de cours mais que des étudiants n'ont pu jamais voir venir au cours, et ça s'est passé à l'Université nationale du Bénin, qui est devenue l'université d'Abomey Calavi, ensuite l'université de Parakou et tout. Donc je pense que cet organe vient pour corriger beaucoup de choses, mais il faut pouvoir établir une feuille de route claire, précise, savoir qui est-ce qu'on met dans l'organe pour que ça puisse vraiment fonctionner. Et qu'on n'en arrive pas encore à un organe créé et en même temps dissous après, quoi. Le gouvernement va loin, il parle de la qualité de l'enseignement. L'organe qui sera mis en place va également contribuer à l'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques. L'organe procédera à l'actualisation des curricula de formation au niveau de l'enseignement technique, les méthodes d'enseignement et également de formation par des missions d'expertise. C'est sûr et certain que le gouvernement est parti d'un constat, à poser le diagnostic et à penser que qu'en mettant en place cet organe, eh bien, on réussira à changer les choses dans notre université. Alors, moi, je me pose une question, je ne sais pas si vous la posez aussi, hein, mais moi, je vais vous la poser, Akibé. La déontologie et l'éthique ont-elles, je dirais, déserté le forum disparu pour que le gouvernement en arrive à mettre en place un tel organe? Bon, a priori, oui. Si c'est un diagnostic qui a été posé, que l'organe a pour rôle l'instauration ou le suivi de la déontologie de l'éthique, ça veut dire que ça fait 2 mots diagnostiqués et auxquels il faut apporter des solutions. Seulement que moi, mon inquiétude réside dans ce que, eh bien, si c'est un constat qui est fait, si c'est un diagnostic qui a été posé, j'estime que la solution apportée ne serait peut-être pas la création d'un organe, parce que ces éléments sur lesquels vous mettez l'accent, la déontologie et l'éthique, en réalité, ça devait être normal le brevier des enseignants du supérieur, et qu'on n'a pas besoin d'un organe pour veiller à ça. Et que mieux d'ailleurs, eh bien, au niveau de nos universités, il y a quand même des compartiments de gestion qui ont quand même pour mission de veiller à la déontologie et à l'éthique. Mieux, Christian, c'est que nous avons un Conseil national de l'éducation, avec comme responsable premier un enseignant du supérieur. Bon, je ne pense pas
Peut-être que je n'ai pas les mêmes éléments d'appréciation, mais j'estime que, eh bien, quand on jette un coup d'œil sur cette panoplie ou cette batterie d'échelles existantes en ce qui concerne la norme, la qualité au niveau de l'enseignement supérieur, que, eh bien, un organe à créer encore pour aller dans une dynamique du genre me paraît, moi, un peu un organe de trop. On aura le temps de savoir qui sont ceux qui sont les membres de cet organe, mais je crois savoir que dedans, on n'ira pas chercher ailleurs, ça va être encore certains anciens du supérieur, certains responsables situés au niveau de certaines structures de gestion. Et donc, pour moi, pour l'instant, en attendant d'être véritablement très bien informé à propos, c'est que j'estime, à brûle pour point, que ça semble faire beaucoup. On peut renforcer, on peut demander au Conseil national de l'éducation de véritablement travailler, si entre-temps on a l'impression que ça ne bouge pas trop, de mettre l'accent sur ces différents aspects pour que ça bouge, parce que, eh bien, ça va être partie quand même des missions du Conseil national de l'éducation. Oui, et que mieux d'ailleurs, Christian, comme je l'ai dit, dans les universités, eh bien, le recteur, les vice-recteurs, les décanats et consorts sont quand même, je dirais, des personnes morales qui ont en charge la bonne exécution, la mise en œuvre de la déontologie, la mise en œuvre de l'éthique et tout ce qu'il y a autour, et qui a une direction de l'enseignement supérieur aussi qui existe. Il y a quand même bien d'éléments qui, ma foi, pour moi, sont quand même suffisants pour qu'on puisse s'assurer de la mise en œuvre voulue et réelle donc, de ces différents aspects. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce ne sont pas les structures qui sont à la solution, et que la solution est bien ailleurs. Et donc, du coup, j'estime en tout cas, du moins, moi, de ma position, pour le moment, que, eh bien, cet organe annoncé, créé par le Conseil des ministres, me paraît un organe de plus. Et que oui, justement, l'organe est créé et sera rattaché à la présidence de la République. Vous avez parlé du Conseil national de l'éducation. L'organe travaillera en étroite collaboration avec le Conseil national de l'éducation, puisque en point 3 du communiqué du Conseil des ministres, on dit que l'organe il sera soumis selon une périodicité triennale. Chaque enseignant a une évaluation qui sera pédagogique, et le rapport sera transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au Conseil national de l'éducation. C'est-à-dire que, bon, quelque part, le gouvernement a trouvé une insuffisance et va avoir peut-être un regard plus près de ce qui est en train d'être fait dans nos universités, puisqu'il y aura une certaine conception que fera le Conseil national de l'éducation. Forcément, il y a quelque chose que le gouvernement a dû remarquer, quelque chose qui ne fonctionne pas. Les attributions du CNE, un peu voilà, différentes. Que le gouvernement a constaté, pour mettre en place cet organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Et quelque part, c'est bien dire, cet organe supervise la conception, la gestion et le contrôle du fichier national des enseignants, des aspirants du moins, à l'enseignement supérieur. C'est vrai que Akimé a raison. Est-ce qu'il n'y aura pas confusion de rôle ou d'attribution entre le Conseil national de l'éducation et... Je ne parle même pas de conflit, mais ça ne pas du tout. Moi, je pense que, eh bien, si un diagnostic est posé et qu'on a l'intention de solutionner, n'oubliez pas que le CNE a été quand même reformé. Quel diagnostic avait été posé en son temps? Est-ce que, eh bien, on n'a pas vu ces différents aspects-là pour en rattacher, ou plutôt en chercher en termes de solutions dans la conception nouvelle du CNE? Est-ce que ça n'aurait pas été aussi à ajouter peut-être un cahier de charge déjà existant au niveau donc, des différentes structures dont j'ai parlé? En tout cas, comme je l'ai dit, je n'ai peut-être pas, malgré ce que vous avez lu, Christian, je pense qu'il aurait peut-être fallu faire autrement. C'est vrai qu'on y a ajouté le fichier des aspirants au métier d'enseignant du supérieur et tout ce qu'il y a autour. Même là encore, quand même, le CNE se trouve être, je dirais quoi, le bras armé technique et scientifique quand même de ce secteur de l'éducation. C'est vrai qu'on me dira que ce n'est pas que l'enseignement supérieur, mais je pense que c'est quand même bien d'éléments qu'on peut élucider et permettre à ce que ça puisse être géré par. Mais bon, l'organe, vous l'avez dit, c'est pas ce que je dirais ce matin,
qui aura d'impact sur les examens de l'organe. Mais vous aurez voulu qu'on revoie un peu les attributions. N'oubliez pas que les ressources humaines, c'est quand même l'enseignement supérieur. Les ressources humaines, Christian, c'est parce que nous avons apporté demain pour en avoir encore à créer un organe. C'est comme si je vous ramène encore à la cellule de suivi des collectivités locales et où des agents qui sont dedans, les membres qui sont dedans sont déjà certains, quand même à certains postes de responsabilité et qu'il faut aussi se libérer de temps en temps pour venir réfléchir sur, je dirais, la mission de la cellule. Ça fait pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Voilà. Oui, ce qui a dit est d'autant plus intéressant que dans l'enseignement supérieur, il y a eu des réformes. Au départ, le recteur et ses vice-recteurs étaient nommés. Ensuite, on est passé à la phase de l'élection, un peu comme pour démocratiser un peu les choses. Mais je crois qu'on est encore revenu à la phase de nomination. Et je croyais savoir bien sûr que ces nominations devaient intervenir pour que le recteur et ses vice-recteurs, tous ceux qui l'entourent, son équipe rectorale donc, puissent vraiment agir et être impartial dans la gestion de nos universités. Si on en est arrivé encore à mettre en place un organe, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais parlé de sa composition. Je vous ai dit, j'attends de voir quelle en sera la composition, pour qu'il n'y ait pas des règlements de compte, pour qu'il n'y ait pas des cuisines internes, pour qu'il n'y ait pas des choses qui nous échappent. Et donc, si vraiment, puisque comme il a dit, nous élaborons ce matin, pas pour qu'on rapporte la décision, parce que ce qui est dit est dit. Maintenant, c'est dans la faisabilité que nous voulons savoir ce qui va être, parce que si on ne met pas d'autres regards, des regards extérieurs dans cet organe-là, il sera question de cuisine interne, on va régler entre nous. N'oubliez pas aussi qu'il y a eu des lois qui ont été votées au Parlement parce que justement l'État, le gouvernement, l'exécutif a senti qu'il y a eu des flottements dans l'enseignement supérieur. Les histoires de harcèlement, les histoires où les professeurs, et Dieu seul sait, il y a des professeurs, quand nous étions à l'université 97-2001, il y a des professeurs qu'on ne connaissait même pas. Ils vous envoient des polycopes et après on vous envoie des moniteurs de travaux dirigés. Ils viennent et puis c'est réglé. Voilà en fait, votre compte est réglé. Voilà pourquoi on a parlé d'évaluation. Et en fait d'année, vous êtes évalué. C'est-à-dire, vous êtes évalué sur la base de quoi? Sur la base que vous ne saviez pas. Et donc, tout cela a pu contribuer à ce que des gens fassent 2 ans dans telle faculté, qu'ils aillent faire 3e année dans une autre faculté, qui reviennent encore parce qu'ils ont senti qu'il y a amélioration. Moi, j'ai été contact des étudiants il y a quelques années où j'ai vu des cours, je me suis dit, mais tiens, ce cours-là, mais c'est très intéressant parce que justement, il y a eu une amélioration. Donc, si le gouvernement a senti quand même qu'il y a des failles, c'est bien de vouloir les corriger, mais comme l'a dit Hakim, on aurait peut-être pu renforcer un peu l'existant. Le CNE qui est là, on aurait pu dire au CNE désormais, mettez en place un organe qui va faire ci, qui va faire ça, avec un cahier de charge. Parce que n'oubliez pas aussi, on parle d'évaluation triennale, chaque 3 ans. De l'enseignant. Pendant ce temps, que ferait cet organe? On dit qu'il va gérer le fichier des aspirants à l'enseignement supérieur. Oui, voilà encore une autre terminologie qu'on essaie de nous faire comprendre. Je pense que c'est trop. L'évaluation des enseignants, vous vous souvenez que ça avait fait un grand bruit quand le président Patrice Talon-Briguet, sa deuxième mandature, vous vous souvenez qu'un compte rendu avait été fait de ces échanges avec les anciens du supérieur, les recteurs étaient bien présents avec certaines autres autorités, et où il a ébauché la question d'évaluation des anciens du supérieur. Où il est même allé jusqu'à dire que même des étudiants seront appelés à évaluer les enseignants. Et ça fait tout un tollé. Je me souviens en son temps, et à cette rencontre, il y avait l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, ancien député, il veut parler, ancien président aussi de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi Nago. Les gens n'ont pas compris parce que d'ailleurs lui personnellement avait été indexé par le chef de l'État. En gros, c'est pour dire que j'ai l'impression que ça a été peut-être mûri autrement et donc contenu désormais dans les cahiers de charge de cet organe. Mais bon, comme je vous l'ai dit, à l'œuvre, on verra véritablement quel va être l'impact de cet organe dans la qualité de l'enseignement supérieur, parce qu'on parle d'éthique. Et l'éthique, on ne le voit pas aujourd'hui, Christian. Eh bien, il y a quand même bien d'éléments qui amènent même l'enseignement du supérieur sans en avoir affaire à un organe, à savoir que lorsqu'il dévie
eh bien, il y a des structures mises en place pour pouvoir régler ça. Bref, comme je vous l'ai dit, au pied du mur, on verra donc le maçon, mais pour l'instant, j'ai quand même quelques appréhensions par rapport à cet organe-là et à son fonctionnement, sa composition, les membres qui vont y être et son impact dans un futur proche. Je crois aussi que cet organe doit tenir compte quand même de tous les compartiments, si on veut corriger, pour qu'on n'en arrive pas encore à créer un autre organe. L'enseignant du supérieur et la politique. Vous savez que il y a beaucoup d'enseignants du supérieur qui se retrouvent dans certains organes. Il y a une loi qui a été votée, ou je ne sais pas si c'est un acte qui a été pris pour empêcher que quand vous êtes professeur, quand vous êtes dans tel corps de métier, vous ne pouvez plus prétendre avoir des heures de cours à l'université. Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. Il faut quand même qu'on puisse tenir compte de ça, de tous ces éléments, pour mettre en place un organe susceptible de vraiment corriger ce qui peut plutôt que de créer d'autres problèmes. D'accord, c'est rattaché à la présidence de la République. On verra quand les différents acteurs qui seront désignés entreront en action, ce que cela pourrait changer. Le premier sujet abordé en Conseil des ministres, c'est bien sûr l'organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. C'est sur une périodicité de 10 ans que ça se fait. Et cher monsieur, en 1979, eh bien... le Bénin comptait 3 331 210 habitants. Et en 2013, voilà, les Béninois sont passés à un peu plus de 10 millions d'habitants. En 2023, ça sera combien ? Il faut aller donc au recensement général. Forcément, il faut le faire parce que ça fait déjà 9 ans que le dernier recensement a eu lieu et on était à un peu plus de 10 millions. Oui. On est à combien maintenant? Et avant même... Et tout le monde sait qu'on était à un peu plus de 10 millions, puisqu'il y avait ce slogan, 10 millions d'arbres, 10 millions d'âmes, qui nous rappelait quand même qu'on était 10 millions d'habitants. Il le faut forcément pour permettre au pays de savoir le nombre de citoyens qui vivent dans le pays. Et en plus de ça, je crois que ça prend en compte même ceux qui sont les Béninois qui vivent à l'extérieur. Et il le faut pour savoir si aujourd'hui, quelles sont les tranches d'âge qu'on a, quels sont les sexes, le sexe qu'on a, tel sexe, est-ce que ça prédomine sur l'autre? Parce qu'on disait avant que les femmes au Bénin faisaient au moins 51%. Mais entre-temps, il me semble que la tendance a été inversée, où c'est plutôt aujourd'hui le sexe masculin qui prédomine. Ce n'est donc plus en tout cas, ce n'est pas évident. On attend de voir les résultats de ce recensement qui nous situera sur la proportion de chaque sexe. Oui, et puis aussi, entre-temps, on disait qu'on est passé, des fois quand on fait le point, on disait qu'on est passé à au moins 12 millions d'habitants. Il faut ce recensement national pour confirmer ce recensement général, pour confirmer ou infirmer la chose et voir combien nous sommes aujourd'hui dans le pays. Il faudra forcément à l'issue de ce recensement réajuster la politique nationale de développement du Bénin. Je pense que c'est pour cette raison que le gouvernement est en train de lancer déjà ce recensement, Akimé. Oui, parce qu'il faut constater que c'est vrai que vous avez énoncé 79, au moins on a eu la chance de se voir recensé en 2013, c'est bien ça? Oui, il y a eu 119, il y a eu 92, il y a eu 2002 et 2013, voilà, c'est une période de 10 ans. Ça peut dire que c'est au-delà, je dirais, du nombre d'habitants, parce que vous demandez combien on va être en 2023, au terme donc, de ce recensement. On peut être 50 millions, 100 millions, 200 millions, c'est un fait. Ça fait partie des éléments que le recensement va chercher. Mais le recensement va au-delà du nombre de personnes, du nombre d'habitants. Le recensement se préoccupe du sexe des habitants, se préoccupe de la fonction exercée, c'est ça, de la fonction exercée par les populations, bien entendu, de votre coût de vie. Est-ce que vous avez de voiture, votre moyen de transport, quelle activité vous menez? En fait, c'est beaucoup de choses que le recensement va chercher et qui serviront de base
de gestion et de politique du gouvernement. Quand l'État se rendra compte que par exemple à 15 ou à 25 millions et que 12 millions de Béninois ont des véhicules par devers eux, ça veut dire peut-être que ça fait bon vivre au Bénin. Quand l'État constatera que nous avons plus de filles que de garçons, puisque pendant que nous sommes pas de 52% de femmes et donc 48 d'hommes, quand le recensement prochain nous proposera que on est à 50-50, peut-être qu'on nous parlera de moins en moins de gens dans la politique intérieure. Si on est en dessous ou on va au-delà, c'est qu'il faut renforcer le mécanisme de promotion de la jeune féminine, peut-être, je dis les choses pas avec grande précision. Quand on se rendra compte que, on enfante plus qu'il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, c'est qu'on se rendra compte que, malgré la cherté de la vie, on se produise beaucoup. Parce qu'il y a un paramètre qui sera pris en compte, la fécondité. Exactement. Et c'est très important. Donc, c'est beaucoup d'éléments que vise la fécondité. La fécondité, oui, c'est clair. Oui. Parce que pendant qu'il y en a qui pensent qu'il ne faut pas faire des enfants, il y a d'autres qui en font. Voilà, je vous laisse continuer. Avant d'avoir votre temps de parole. C'est autant d'éléments. Quand on se rendra compte que, par exemple, la popote a reçu un coup, quand on se rend compte que les enfants sont moins scolarisés, du fait, je dirais quoi, de la capacité du parent de pouvoir pas les instruire, quand on se rendra compte que, au nom de ce que le lait pique est passé à 500 francs, que les parents ont fait l'option de n'en voir que 2, et donc le planning familial, on n'a pas forcément besoin d'y aller, il y a une autre manière de planifier les naissances, c'est beaucoup de choses qui vont être recherchées, comme je le disais tout à l'heure, et à l'arrivée, chaque résultat obtenu servira de réflexion et d'élaboration de politiques nouvelles en vue, bien évidemment, du mieux-être des populations que nous sommes. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que lorsque ça va être lancé, que les déclarations soient sincères. Parce que c'est de ça qu'il est question. On ne faut pas dire n'importe quoi, parce que ce que vous dites aura forcément des répercussions dans le comportement à venir des gouvernants. Donc, c'est bien intéressant qu'enfin, ou plutôt pas enfin, qu'on tente donc vers un recensement prochain. Ça permettra certainement de réajuster, parce que vous verrez qu'au terme du recensement, ça va forcément impacter, je dirais, la vision du gouvernement quant à bien de politiques à mener en ce qui concerne les populations que nous sommes. Akimé parlait tout à l'heure de sincérité dans les déclarations. Il y a des familles de têtes nombreuses où ces déclarations ne seront jamais sincères. Il y a des familles où vous trouvez une dizaine d'enfants, une douzaine d'enfants. Ils sont prêts à faire de nombreux enfants, mais ne sont pas prêts à assumer leur éducation. À les déclarer. Et puis, je vois mal une famille aller dire officiellement j'ai 12 enfants, j'ai 15 enfants. Non, mais pourquoi Pourquoi ? Si vous avez 12 enfants, dites que vous avez 12 enfants. La sincérité. Je pense pour ne pas fausser les données. À ce niveau également, il y a un travail de sensibilisation. Il y a un travail de sensibilisation, de communication à faire, parce que chez nous, au Bénin, la sociologie veut qu'on ne puisse pas dire le nombre d'enfants qu'on a. Si vous demandez à quelqu'un, Vinabiado, il vous dira Ndo de quoi Tari. Il vous dira Ndo Ouéatari, Nkado Ndéame. Alors qu'il y a des démiums. Alors qu'il vous suffit. Il suffit de dire Mel au finet. Il faut que vous voyez tous les enfants sortir comme les poussées. Voilà, donc je pense qu'il faut un travail à faire. Il faut travailler. Il faut faire un travail. Il y a un travail à faire. Donc pour que ce recensement puisse donner vraiment justement, des données. Puisque c'est déjà annoncé, il faut véritablement sensibiliser les populations à Moupa. Voilà. Et quand vous parlez d'un peu de... Quand on prend les données de 1992 à 2002, on a constaté qu'il y a eu une augmentation de 2 millions. Si on prend... Ça fait 10 ans pour cette période-là. Si on prend un peu... Si on doit faire du copier-coller, 10 ans, 2013 à 2022, on pourrait également imaginer à peu près qu'on sera environ 12 millions, plus de 12 millions. Parce qu'il faudrait intégrer les enfants des Amman, d'Akivé. Ah oui, naturellement. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut intégrer. Le recensement remonte à 2013. 2013. Oui. Il faut forcément qu'on en fasse. Pour intégrer tous ceux qui sont venus après. Tous ceux qui sont venus après 2013 et ressortir ceux qui n'y sont plus. Parce que n'oubliez pas que la population de 2013 à aujourd'hui, il y a eu des morts, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc il faut forcément qu'on puisse extraire, je dirais, de cette liste-là, de cette base de données, et les parents déjà décédés, qu'on intègre les enfants nés entre 2013 et 2022, bien entendu, c'est pas rien, c'est beaucoup.
bien évidemment. Et puis par la suite, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait de la sincérité. Je crois qu'il y a bien d'éléments qui peuvent aussi permettre de pouvoir s'assurer de ce que les données sont fiables. Ce que fait Dialanip en termes, je dirais, de délivrance des actes et consorts, ça peut aussi permettre d'avoir une idée approximative du nombre d'habitants que nous sommes. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas que ça. Eh bien de questions sont posées autour. Il faut forcément qu'il y ait de la sincérité. Maintenant, quels vont être les moyens à déployer sur le terrain? Est-ce que ça va se faire comme ça se faisait par le passé, de porte à porte, ou est-ce qu'on permettra peut-être à certains ménages d'une certaine d'une certaine envergure de pouvoir peut-être répondre par une plateforme. C'est aussi possible, ça va peut-être faciliter le travail. Maintenant, dans les zones où il n'y a pas de couverture Internet et autres, il y a bien de ménages où quelqu'un dans la maison a quand même un smartphone. Et donc, peut-être que c'est en ligne, on y intègre, on met le nom de tous ses enfants, on répond à toutes les questions. Ça peut aussi faciliter ce recensement, que ça dure peut-être sur 2 ou 4 mois, comme ça a été souvent fait, c'est que en l'espace d'1 mois, en l'espace de 2 mois, c'est terminé, parce que bien aujourd'hui, on peut mettre à disposition les réseaux sociaux. Les smartphones peuvent aussi permettre de pouvoir véritablement gagner du temps dans ce exercice qui va être fait instamment. Et le gouvernement sur la question est un peu plus précis. Le recensement de cette envergure s'organise tous les 10 ans au fin de générer des données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l'habitat, tels que le taux de croissance, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité. Mortalité parce que vous vous rappelez, il y a eu cette polémique il y a quelques mois où on dit qu'il y a eu tel nombre de Béninois tel nombre d'électeurs qui doivent aller au vote, tels ils sont allés, donc on parle déjà d'abstention, record, alors même qu'on n'a pas pris en compte les électeurs qui en temps sont décédés. Donc, s'il y a eu des lois ou s'il y a eu des dispositions qui ont été prises pour demander désormais aux gens d'aller déclarer ou d'avoir l'obligation d'aller déclarer le décès de leurs parents chez les chefs quartiers et tout, je pense que ce recensement vient pour un peu nous dire qui sont ceux-là qui sont encore vivants, qui sont ceux-là qui sont encore partis. Et comme l'a dit Hakimi, je suis d'accord qu'il faut, à l'ère des nouvelles technologies, trouver la formule pour qu'on ne soit pas obligé. Parce que n'oubliez pas également, de Calavi à Cotonou, les mouvements s'enchaînent. Ça s'enchaîne de Cotonou à Calavi, de Porto Novo à Cotonou. Si on fait en sorte que le gars de sa maison il puisse dire je suis dans telle zone, Calavi, arrondissement de Godomé, quartier temps, et qu'il puisse inclure les données ou introduire les données sur une plateforme, je pense que ça travaillerait un peu à limiter les fausses notes. En 2023, on verra c'est quoi l'espérance de vie, puisque si on remonte à un peu moins de 10 ans en arrière, en 2013, ça tournait autour de 61,53% pour les femmes et 58,62% pour les hommes. En 2020, c'est 63,65% pour les femmes et les hommes, c'est autour de 60,49%. C'est dire quoi? Que les hommes partent plus vite, plus tôt que les femmes. Oui, c'est ce que ça dit. Et ça s'explique, Christian. Non, la débauche d'énergie des messieurs. Les soucis. Le gars, il est tranquille, vous ne savez pas à quoi il pense. Il faut qu'il s'assure que la maison se porte à merveille, il faut qu'il s'assure que la porte y est, il faut qu'il s'assure que les enfants sont allés à l'école, il faut qu'il s'assure que tout est mis en place. Au fait, cette pression psychologique, cette pression morale, et cette responsabilité de forcément de répondre au bon fonctionnement du ménage et consorts sont autant d'éléments qui peuvent impacter et détériorer petitement. Au fait, on met à petit feu. Et il faut avoir le courage de le dire parce que le débat il n'est pas à faire. Ça se sent et ça se vit, ça se voit, Christian, dans des gens, dans tous les corps de métier, bien entendu. Il y a que la pression est forte, il faut forcément y aller avec tout l'engagement et parce que la première personne qui répond du fait qu'il n'y ait pas à manger à la maison, c'est pas madame, Christian, c'est vous qui répondez de ça. Ça, c'est une réalité. Qui c'est qui répond de l'enfant qui n'est pas allé à l'école ou bien qui a été renvoyé? C'est le parent, c'est le père qui répond de ça. Quand la boîte d'allumettes est terminée, il y a des foyers où bien madame peut vous appeler, prendre son téléphone, vous appeler et vous dit que la boîte d'allumettes ou peut-être le sel est terminé. Je dis bien, appelez, un appel téléphonique qui coûte environ 25 francs. Et donc, ça peut être déjà réglé. C'est une caricature un peu trop forte, mais ce sont des réalités que certains hommes vivent
dans leur foyer respectif. Et donc, ce sont des pressions permanentes où parfois, c'est pas le trop bien vivre à la maison. Le monsieur, en rentrant déjà, est trop pensif à ce qu'adviendra de sa présence à la maison. Ça fait partie de bien d'éléments qui peuvent expliquer bien le tableau que vous nous présentez ce matin, qui fait que l'expérience de vie, elle est bien courte au niveau des messieurs qu'au niveau des dames. Mais bon, parfois, on a souvent souhaité que ce soit le monsieur qui parte et que la femme puisse avoir la possibilité de gérer, parce qu'elle a peut-être un certain tempérament autour. Mais bref, ça, ce sont juste des clichés. Oui, assez beau, oui. Est-ce que c'est seulement certains hommes qui vivent ça? Il faut dire que c'est presque tous les hommes, même les plus nantis, ont toujours ce problème-là, parce que pour que la femme fasse de telle ou telle autre dépense, il faut qu'elle fasse appel, il faut qu'elle fasse du moins ce recours à l'homme, surtout dans notre contexte où les régimes matrimoniaux ne sont pas souvent de mise, où ce n'est pas souvent la communauté de biens, où c'est la séparation des biens. Oui, il faut, c'est pas la même chose comme ça se vit ailleurs. Mais Akimé parlait de débauche d'énergie. Débauche d'énergie aussi, c'est de ne pas se donner du temps, de ne pas se donner du repos à des moments donnés où l'homme est tout le temps en mouvement à l'intérieur de la ville, en dehors des heures de travail. L'homme a d'autres activités, et je vois Akimé et Herman sourire un peu. Oui, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, parce que ce n'est pas que ce que vous faites là seul qui suffit pour gérer les réalités nouvelles. Assiongo ne nous apprend pas que les produits de grande consommation ont pris de l'ascenseur et qu'il faut réajuster forcément ce que vous entrez à la fin du mois. Pour réajuster ça, c'est pas venir vous clocher, rester à longueur de journée à Canal, mais alors pas du tout. C'est qu'il faut forcément travailler à penser à d'autres sources de revenus. Et quand c'est comme ça, c'est aussi ça, les débats d'énergie dont je parle, vous réfléchissez à faire bouger les lignes, afin que, une fois à la maison, que les enfants se sentent à l'aise, que madame soit à l'aise, et qu'il n'y ait pas de reproche particulier à vous faire en ce qui concerne le mieux-être de la famille. Il faut mettre du carburant dans son véhicule, à ce moment quand il faut quitter Calavi, être à Cotonou et tout ce qui est autour, repartir de Cotonou pour aller chercher, je dirais, un plus ailleurs. Bref. Donc pas de débauche d'énergie extra-conjugale. C'est vous qui avez des idées qui vont dans ce sens. Moi, je n'ai pas pensé. C'est le doyen. Le doyen a voulu nous détourner de notre débat ce matin. Je pense que ça fait partie même des éléments qui stabilisent l'homme. Ce que vous dites, je mets ça en parenthèse. Pour parler d'espérance de vie à la naissance, Akimé a bien peint le tableau. Et moi, j'ajouterais qu'il faut juste attendre au bord d'une voie le matin pour voir comme il dorme au volant soliloque. Ou à moto. Il est seul au volant ou à moto et il bavade. Il pense déjà à demain. Il pense à ce que c'est pour manger dans la journée. Il réfléchit. Donc je pense que c'est... Non, déjà les matins, quand vous les voyez partir, c'est encore mieux. Mais au retour, c'est normal que l'espérance de vie soit beaucoup de calculs. Comme c'est que nous sommes déjà en vacances, vous partez de la maison, comme l'a dit un de mes amis, vous faites un abonnement canal de 40 000, mais vous ne suivez aucune chaîne. Les enfants vous boivent les dessins animés toute la journée, le courant y est avec. Le frigo, il est rapidement vidé, c'est constamment vidé. À ce moment, je ne sais pas si on n'est pas de la même époque, mais c'est une triste réalité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le doyen s'étonne des explications qui vont dans le sens. Ce n'est pas un étonnement, c'est-à-dire que cette débauche d'énergie ne soit pas aussi extra-conjugale. C'est minime, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. On parle d'autres débauches d'énergie. Allez, dans un contexte de cherté de la vie, de rareté des produits de première nécessité, les parlementaires ont pensé à une loi qui a été d'ailleurs votée à l'Assemblée, la loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Herman Agnamboussou, c'est aussi pour encourager les producteurs à davantage
bien produire et mieux produire, et ensuite pour protéger les récoltes afin qu'elles soient véritablement portées à l'attention disponible pour le consommateur. Et du journal Fraternité ce matin qui écrit que c'est une lueur d'espoir pour les producteurs et de belles perspectives pour les consommateurs. Est-ce que vous voyez cela à travers cette loi qui vient d'être votée? Oui, contexte de cherté de la vie, il faut une loi qui porte orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je pense que c'est une loi qui vient à point nommé, sauf à faire en sorte que, et comme l'a d'ailleurs compris le gouvernement, que les décrets d'application soient pris dans les brefs délais afin qu'on n'attende pas trop pour nous dire ici sur le plateau que oui, parce que tel décret n'a pas été pris, la loi a eu du mal à se faire appliquer ou à s'appliquer dans certaines régions ou par-ci par-là. Parce que justement, il y a eu des antécédents. Il y a la loi, par exemple, qui porte la loi agro-pastorale. Ça n'a pas empêché les producteurs et les éleveurs de se rentrer dedans tout le temps. Qu'est-ce qui fait que tout ça là, ça ne marche pas? Je pense que si on peut prendre de la graine dans ce qui a été fait, pour que cette loi qui a été votée puisse vraiment entrer en application et nous permettre aux consommateurs que je suis de pouvoir être heureux, et permettre aussi bien aux producteurs de savoir que oui, il produit pour vendre et qu'il doit acheter dans le même marché que moi. Et donc, par rapport à ça, tout est sécurisé. Donc, il peut vendre au prix qu'on va lui imposer. Je pense que c'est une bonne loi. Voilà, une loi pour organiser tout ceci. À Siongbon, est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant en ce sens que déjà on parle depuis l'invasion de l'Ukraine, on parle du céréal qui est rare aujourd'hui avec les exportations ukrainiennes qui ne sont plus qui n'impactent plus beaucoup. Et lorsqu'on parle d'orientation agricole, ça veut dire qu'on va revoir la gamme de production faite au niveau national. Pourquoi ne pas proposer ou insister sur des produits à cultiver pour quand même permettre aux consommateurs de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité alimentaire. Et les producteurs aussi, ça leur permettra quand même de se faire des rentrées financières. Pourquoi? Parce que quand ils vont produire beaucoup de céréales, par exemple, ou des légumes, ça va leur permettre une commercialisation importante de leur production. Donc, forcément, ça a un intérêt, et le gouvernement a dû constater quelque chose pour... ou du moins les représentants du peuple, les députés ont dû constater forcément quelque chose, puisque eux-mêmes vivent au sein de la population. Et quand une pareille loi vient à être votée, il faut comprendre que ça va forcément impacter l'agriculture. Justement, nous avons vu interceptés par la douane et autres services de sécurité des tonnes de vivres ou encore d'engrais en direction d'autres pays. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs pour décourager tout ceci. À côté, les députés dotent l'État béninois d'une loi, mais que doit faire le consommateur lui-même, puisqu'on n'a pas souvent cette tendance développée de consommer ce que produisent nos producteurs. Non, le constat, la tendance a changé. Les années en arrière, il y avait cette forte tendance à la consommation des made in extérieur, mais aujourd'hui, les made in Bénin commencent pas à faire école. Je crois que l'exemple le plus éloquent, c'est la production du riz. Et aujourd'hui, il y a des riz produits au Bénin qui sont des riz de qualité, bien ensachés, bien emballés, qui attirent et dont les répercussions positives en termes, je dirais, de vitamines, en nutriments sont quand même à saluer. Riz de montagne, riz de collines, riz ainsi de suite. Et au-delà du riz, il y a quand même bien d'autres éléments qui attirent et qui forcent la consommation locale. Ce sont quelques éléments qu'on va encore chercher ailleurs, sinon je crois qu'on a quand même une bonne partie. Et puis la crise actuelle oblige quand même
à reformater, je dirais, nos habitudes culinaires, nos habitudes alimentaires. Si on sait déjà qu'il y a déjà une difficulté à s'approvisionner en blé. Vous avez vu par exemple au Burkina Faso, on est déjà allé jusqu'à l'expérimentation, on a réussi à le faire. Il y a du pain fabriqué à base de maïs au Burkina Faso. Ça se mange très bien, c'est bien fait. Et puis les populations du Burkina Faso de plus en plus ne parleront plus des impacts de la crise russo-ukrainienne à cause donc de l'importation de la farine du blé. Nous également, on a fait l'expérience, ou on fait encore l'expérience, ça va être amélioré du manioc, de la farine du manioc. Il suffit seulement que les études soient faites, qu'on puisse revoir le dosage, qu'on puisse ajuster ce qui est ajusté. On peut nous-mêmes d'ici à là s'en passer, je dirais, de la farine du blé quant à la production du pain. Donc je crois que les habitudes ont déjà changé. Maintenant, la loi pour encourager les producteurs et puis protéger les récoltes, il s'agit quand même du monde agricole. Oui. La loi, je vais bien la lire pour voir comment est-ce qu'elle va être perçue, maîtrisée par les producteurs. Sinon, en gros, moi j'estime que il suffira peut-être de revoir la collaboration avec le monde agricole pour que ça bouge véritablement, pour que ça encourage les producteurs. Les prêts agricoles, c'est à quel taux? On peut déjà commencer par agir sur ça pour permettre à ce que le producteur, quand il allait faire un prêt pour lancer sa saison agricole, qu'il n'ait pas de difficultés à rembourser parce que, par exemple, la récolte a été vendue à un prix pas trop intéressant. Donc, du coup, ça impacte, je dirais, le remboursement au niveau donc, de la structure où il allait emprunter de l'argent. Quand c'est fait comme ça, c'est qu'il peut repartir faire un prêt parce qu'il sait que sa production permettra de gérer ça. Si ce n'est pas fait ainsi, c'est qu'il va être obligé de vendre sa production à l'extérieur et donc du coup, ce qu'on refuse va se faire encore. Donc je crois qu'il ne va pas s'agir forcément d'une loi. En tout cas, j'estime c'est beaucoup plus revoir les relations avec les producteurs, les rassurer, d'accord, mais amener, les faire voir qu'il y a bien de facilité en fait donc au monde agricole. Du coup, ça permettra d'avoir une production intéressante. La diversification s'impose. Je crois que ça fait partie de la politique normalement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La diversification des spéculations, bien entendu. Donc, je crois que une loi, d'accord, mais au-delà de la loi, c'est qu'il faut vraiment aller au contact des producteurs agricoles, vivre leur réalité, savoir qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour que, on puisse véritablement en être bénéficiaire. La mécanisation, est-ce qu'on ne va pas travailler à ce que la mécanisation soit à une échelle plus grande, oui, qu'il n'y ait pas de privilégiés en ce qui concerne la mécanisation, parce qu'au moins là, ça va forcément booster la productivité. Et donc, je crois que c'est beaucoup d'éléments qu'il faut mettre ensemble et qui vont peut-être au-delà de la loi, et qui sont beaucoup plus le contact avec ce monde agricole. Et donc, du coup, on aura certainement d'ici 1 an, 2 ans, ne pas forcément nous plaindre de ce que les productions sont en train de sortir. On n'en a pas produit suffisamment. Et donc, ça va quand même impacter notre consommation. On aura du plaisir à y aller parce que ça ne coûtera pas aussi cher. Chacun peut avoir, je dirais, son petit sac de maïs, son sac de viande et tout ce qu'il y a autour. Et puis voilà, c'est tout bénéfice pour les consommateurs que nous sommes. Merci Akimé, merci à vous Assiobo, merci Erwan Niamboussou. Et c'est ensemble que nous refermons le rendez-vous Actu Matin de ce jour. Merci à chacun et à tous et très bonne journée du jeudi. Au revoir. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le volet. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois.